said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Salut! Tu me reconnais-tu? Toute ton hostie de gang de plumés à Ottawa m'a fait chier, câlisse. Tu vas regarder cette cassette-là, là. Dis-toi que moi, je suis en train de monter les marches du Parlement. As-tu peur? Tu vois, je suis pas un disque du FNQ, mais pas des boîtes à mal m'ont fait sauter. C'est ta tête. Qu'ils soient en dedans, mais qu'ils soient en dehors, ça n'a pas d'importance pour moi. Dans le fond, c'est les deux qui payaient. Et c'était pas 2 balles, c'était 4. Ici, là, là. Laisse une chance si ça te tente, mais moi, je vais sortir vivant d'ici. Ton hostie de justice de malade, vous me donnez un choix, rien qu'un. La peine ou ben la chope. Moi, j'ai goûté aux deux, puis d'aplomb à part de ça. J'aime autant te dire tout de suite que c'est fini, cette niaiserie-là. Là, m'a te faire mourir. Encore ça, toi. Dis-toi que t'es assis là-dessus. Tout le temps. Bon début de semaine sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Suspect X, podcast consacré aux phénomènes criminels d'ici et d'ailleurs. Et je dois vous avouer que même si on est en terrain québécois ce soir, on l'entend. Moi, j'ai reconnu la voix de Gildor Roy, mais pour notre Suspect X de la soirée, le personnage de Richard Le Chat Blas. Je vous avouerai que je suis très contente d'être bien entourée pour m'en parler. C'est un suspect X, un criminel qui est méconnu de mon côté, mais qui a été un des plus marquants de l'histoire du Québec, mais aussi un des criminels les plus recherchés, notoires au Canada de 1965 à 1975. Et pour en parler, il y a bien sûr le maître, M. Christian Page. Bonsoir, Christian. Bonsoir Camille. Et aussi quelqu'un qui est un spécialiste criminologue, Daniel Carosella, qui est spécialement, tu vas pouvoir nous le dire aussi, est-ce qu'on frôle l'univers du crime organisé? Je sais que c'est ton dada, Daniel, de parler de ça. J'ai très hâte de vous entendre parler ce soir de celui qui a survécu. La presse l'a appelé le chat parce que, justement, a été la cible de balles et de plusieurs fusillades et a survécu, du moins à 5 reprises au minimum. Eh ouais, effectivement. Moi, je dois t'avouer que Richard Blas, quand j'étais très jeune, dans les années, parce que bon, sa carrière criminelle, c'est la fin des années 60 particulièrement. Moi, je me rappelle de lui qui faisait la une des journaux à l'époque. Je me rappelle, bon, un de ses crimes marquants, c'était le massacre du Gargantua, dont on va reparler un peu plus tard. Oui. Mais je me rappelle très distinctement de ces événements-là. Là. J'étais tout jeune. Je vivais à l'époque chez mon grand-père et Blas faisait souvent parler de lui. Et ça faisait... les bulletins de nouvelles débutaient avec les derniers crimes de Blas. Les journaux titraient toujours les crimes de Blas. Et je dirais qu'une des premières images, disons, de la violence du monde criminel, appelons ça comme ça, qui m'a frappé, ça a été... c'est l'image de Blas après qu'il ait été abattu. Parce que même si l'image était choquante, on a Blas étendu dans une penderie, criblé de balles, la photo a fait la une des journaux. Là. Est-ce qu'on avait le Allo Police à ce moment-là? Ouais, mais oui, j'allais justement te dire ça. C'était généralement le genre d'image que l'on voyait. On avait des journaux qui étaient spécialisés dans le judiciaire. On pense notamment à 2 grands journaux, Allo Police et Photopolice, qui ont beaucoup marqué là, l'imaginaire à cette époque. Et c'était le genre d'image qu'on retrouvait
dans ces journaux judiciaires des images peu censurées où on voyait des scènes de crime. Mais de retrouver à la une là, de nos grands quotidiens, là, Journal de Montréal, le Montréal Matin à l'époque, la presse, la photo de Blas étendu dans sa penderie criblée de balles, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Hein? Là, on avait bypassé si tu me permets l'expression, on avait bypassé la censure et tout était là. Et c'était assez choquant de voir ces images-là. Et de mon souvenir, c'était, je pense, la première fois où je voyais évidemment, on regardait la télévision, il y avait des séries policières à cette époque-là, Mannix, Hawaii 5-0 et tout le reste. L'Hawaii 5-0, le vieux, là, avec Oui. Jack Lord. et bien sûr, il y avait ces séries criminelles. Mais là, tout d'un coup, là, comme moi, le petit bonhomme que j'étais de voir à la une du journal, une scène aussi choquante que celle-là, ça m'avait quand même un peu perturbé. Hein? C'était la violence là, avec un grand V, là, parce que dans le cas de Richard Blas, on n'a pas fait dans la dentelle. Hein. Quand on est arrivé là où il se terrait, je pense que c'était... Bon, à plusieurs reprises, j'ai eu avec mon collègue Claude Poirier des discussions à propos de Richard Blas. Poirier, d'ailleurs, qui a été impliqué. Là, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans la carrière de Claude Poirier, les crimes de Richard Blas ont été parmi les premiers crimes dans lesquels il s'est retrouvé parachuté. Et donc, il a rencontré Blas à quelques reprises. Et pour utiliser l'expression que Claude Poirier me disait, il disait, bon, c'est un voyou, ça c'est sûr, un criminel, un chien enragé. Mais je vais toujours me rappeler que Poirier disait, c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte non plus. Là. Donc, en fait, c'est un individu qui, là où il y avait peut-être des lacunes intellectuelles, il les remplissait par sa violence. Hein? Mais bon, c'est un personnage qui était quand même très difficile. Et à quelques reprises, lui-même... Poirier s'est retrouvé avec Blas dans des conditions qui l'ont un peu choqué, hein, parce que te retrouver nez à nez avec Richard Blas, ben, tu sais jamais si, comme c'est un électron libre, on sait jamais s'il va sortir un revolver puis t'abattre directement sur place. C'est très imprévisible. Et à l'époque, Claude Poirier était à CKAC, qui était une station de radio montréalaise et qui couvrait beaucoup l'actualité judiciaire. C'était une autre époque, hein, je veux dire, la voiture de CKAC avec le gros lettrage sur les portes puis les lumières bleues sur le toit pour aller sur les scènes de crime. J'ai fait une entrevue il y a quelques années avec M. Poirier qui nous a raconté comment, justement, il a tracé son chemin un petit peu dans le genre, là, d'être le négociateur, entre guillemets, là, qu'il a un petit peu créé cet emploi-là et ça y a collé à la peau assez facilement. Tout à fait. D'ailleurs, dans ma carrière personnelle, il y a un principe que j'applique qui m'a été inculqué par Claude Poirier. Ça peut paraître étrange, là. Mais Claude Poirier m'avait dit... Clés, il dit, si tu veux pas te faire débarquer, là, ta job, tu te l'inventes. Et c'est exactement ça. Hein? Donc, lui, il a inventé sa job. Tu sais. Donc, pourquoi il a resté là? Parce que il a inventé ce style de travail-là, ce style de journalisme judiciaire. Mais comment on peut dire qu'il y a juste un Christian? Là? C'est vrai, là-dessus, ouais, c'est ça. Ressemblez. Là. Donc, moi aussi, je me suis dit, bon, ben, ma façon de faire, je vais être comme inimitable. Tu sais. Donc, à partir du moment où on peut pas t'imiter, t'es sûr que il y en a qu'un seul, c'est lui. C'est vrai. Et Claude Poirier, c'est un peu la même chose. Il y a plein de gens ensuite qui ont suivi la carrière de Claude Poirier, qui ont suivi les pas de Claude Poirier. Il a donné naissance à une forme de journalisme judiciaire, mais aucun ne remplace Claude Poirier. Claude Poirier, c'est le type qui a inventé le métier, qui a inventé ce style-là. T'sais. Comme moi, j'ai inventé ma façon de communiquer le paranormal au Québec. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on résiste autant, lui autant que moi, mais lui plus longtemps que moi. Quand même. Donc, je me rappelle de ça. Donc, Claude Poirier disait ça. C'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte en parlant de Richard Blas. Et ça, Daniel pourra nous en parler. Mais pour Claude Poirier, c'est clair que Richard Blas, ces longues périodes d'incarcération ont contribué à le rendre de plus en plus violent par rapport à la société dans laquelle il se trouvait. Mais bon, commençons un peu par la petite histoire de Richard Blas. Hein. Tu l'as bien mentionné également, Camille, peu de criminels au Québec ont connu une telle popularité.
c'était à un moment donné, Blas, c'était l'ennemi public numéro un, puis c'était un peu notre Jesse James, notre John Dillinger local. C'était cet individu-là. Puis il faut dire aussi que Blas n'haïssait pas trop cette image-là, parce que bon, il est né en octobre 1945, il naît à Montréal, son père est un alcoolique, personnage assez violent. Et il est un peu le chouchou de sa mère. Il est une fratrie de 3 garçons. Tous les frères Blas, d'ailleurs, sont tous impliqués dans la criminalité, la petite criminalité. Aucun n'aura la carrière de Richard Blas, mais ce sont tous des individus qui avaient des casiers judiciaires. Et Richard, qui va devenir un peu le chouchou de sa mère. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, lorsqu'il va écrire des lettres, souvent, il va faire des mentions à propos de sa mère, s'excusant auprès de sa mère. Il est un peu le chouchou de sa mère, et ça paraît dans ses attributions, ses lettres et ses comportements. Donc, il est très rapidement, évidemment, il est né en 1945, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il faut quand même se rappeler, là, les années 50 et les années 60 vont être un peu des terreaux fertiles à la criminalité au Québec. On voit apparaître le crime organisé. C'est pour ça que je voulais le mettre sur une échelle, justement. Est-ce qu'il faisait partie de cette gang-là? Est-ce qu'il était contre ces gangs-là? Ou c'est complètement... En fait, il a voulu s'opposer. En fait, il était contre. Il était contre. Oui. D'ailleurs, c'est ça, à lui tout seul, il a voulu faire une guerre contre la mafia montréalaise. Bon, ça n'a pas bien été. Parce que, bon, évidemment, dans cet aspect de criminalité, il faut comprendre que, puis on le voit encore aujourd'hui, il y a des grands groupes, notamment la mafia, la PEG, qui vont contrôler certains milieux, et on laisse d'autres activités criminelles se produire dans les mêmes secteurs, mais chacun c'est un peu cloisonné. Et si toi, par exemple, tu décides de vendre des stupéfiants dans tel ou tel secteur de la ville, pour qu'on te laisse travailler, entre guillemets, il faut avoir un peu l'aval des supérieurs, de ceux qui contrôlent le quartier. C'est un peu tout le problème des gangs de rue. Pourquoi on a continuellement, au cours des dernières années, on a cette violence-là, particulièrement à Montréal, mais bon, au cours des dernières années, on voit que ça a rattrapé un peu Québec aussi. Je dirais les 2 dernières années, Christian, la Rive-Sud est devenu ça s'est beaucoup rattrapé. Et la grande problématique ici, c'est que... ça peut paraître étrange de dire ça, mais il n'y a plus de respect. Les gangs de rue ne respectent plus. Donc, à partir du moment où ils décident de faire leur trafic, même s'il y a des groupes établis, que ce soit des groupes de motards ou que ce soit le crime organisé comme la mafia ou la pègre, ces gens-là décident finalement un peu d'arriver puis de dire, voilà, on occupe le terrain, et si ça déplaît aux autres, tant pis pour eux. Évidemment, ça entraîne des guerres locales, et c'est exactement ce qui va se produire dans le cas de Blas. Donc, on le replace, on est dans les années 50-60, très rapidement, le marché avec les frères Cotroni, parce que il faut savoir, je ne veux pas entrer trop dans le détail. Je pense que Daniel est peut-être mieux placé que moi pour parler de la pègre et du crime organisé. Mais en fait, pour le crime organisé, ce qui est important, c'est les ports. On semble oublier ça, là. Mais à partir du moment où le port de Montréal devient un port important, la pègre new-yorkaise se dit, wow, voilà une place où on a besoin d'avoir un contrôle. Donc, à partir du moment où le port de Montréal devient un port en extension, rapidement, le crime organisé va se mettre en place, et la mafia new-yorkaise va envoyer des émissaires, certains de Toronto, d'autres directement de New York, pour mettre en place la Cosa Nostra, ici même à Montréal. Et cette Cosa Nostra, c'est celle des frères Cotroni à l'époque. Donc, Richard Blas apparaît un peu dans cet univers-là. Il faut quand même le dire que déjà dans son enfance, c'est un individu qui est relativement petit. Il mesure 1,67 m. Moi, je me rappelle, lorsque je parlais à Claude Poirier, il me disait, c'est un peu le syndrome de la petite personne, du petit homme. Il y a effectivement, je sais qu'en psychologie ou en psychiatrie, on appelle ça le syndrome Napoléon. Donc, c'est comme si les gens qui sont plus petits que les autres, alors que Napoléon n'était pas si petit que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là. Mais bon, parce que Napoléon, c'était quand même 1,72 m, il n'était pas si petit que ça. Mais bon, l'idée, c'est de dire, les gens qui sont plus petits, certains d'entre eux vont développer une espèce de complexe d'infériorité. Ils ont besoin d'en faire plus pour essayer de s'imposer à la communauté autour d'eux. Blas est un peu comme ça. C'est un petit... on est dans des quartiers défavorisés de Montréal, des quartiers qui sont durs. Entendons-nous, là, c'est des jeunes,
ce sont durs. On l'apprend dans la rue, on l'apprend sur le tas. Lui-même, comme il est petit, il est souvent un peu malmené par les jeunes du quartier. Il va faire un peu de boxe, d'ailleurs, de la boxe amateur. Et il apprend il réagit avec ses poings. Hein, et toute sa vie, il va réagir de cette manière-là, avec énormément de violence. Il acquiert assez rapidement cette réputation de petit dur dans le quartier. Et en même temps, ça ne lui déplaît pas, et ça ne lui déplaira pas non plus toute son existence, puisque déjà, dans l'enfance, ses grandes idoles sont les grands criminels, qui se sont imposés, les Al Capone, Bonnie and Clyde, John Dillinger, Monica la mitraille. Tous ces gens-là sont un peu des idéals pour lui à atteindre. C'est bâti une Puis identité autour de ça, en fait. Oui, absolument. Pour lui, ce sont des gens qui s'en sont pas laissés imposer, et il a l'intention de suivre leur pas. Déjà à l'adolescence, il fait de la petite criminalité, cambriolage, tout le reste. Et puis, évidemment, il va se retrouver dans des centres de détention pour jeunes délinquants. Ce qui va probablement contribuer déjà un peu à forger son caractère un peu. Les écoles, ce qu'on appelait à l'époque les écoles de réforme. Oui. Les écoles de réforme, ça réformait rien du tout. Entendons-nous là-dessus, les conditions de détention de ces jeunes-là étaient tout à fait épouvantables. Est-ce que tu dis, Christian, que ça radicalisait les gens? J'aurais tendance à dire ça. Écoute, Hank, pour te faire un peu... je fais un peu un coq à l'âne, mais j'ai passé mon week-end à la prison de Trois-Rivières. Oui. Où on a organisé, c'est un spécial, un week-end spécial. Donc, j'accompagnais les guides à travers les visites de la prison, puis j'ai également fait une conférence. Et quand on regarde, la prison de Trois-Rivières a été ouverte jusqu'en 1987, et ces gens-là avaient encore des pots de chambre. Il n'y avait aucune toilette, pas d'eau courante dans la prison de Trois-Rivières. Et quand je parlais avec les guides et les historiens qui sont là, ils me disaient, quand on incarcérait également des jeunes, si tu avais moins de 12 ans, tu étais placé dans l'aile avec les femmes, et si tu avais plus de 12 ans, tu étais un garçon, on t'envoyait dans le côté pour hommes. Tu peux t'imaginer, puis comme la prison de Trois-Rivières accueillait autant des grands criminels comme des assassins que quelqu'un qui avait été arrêté sur la voie publique pour ivresse, tu comprends que si tu es un enfant de 12 ans, puis on t'envoie dans l'aile où sont détenus des hommes, tu as 12 ans, puis tu te ramasses avec des criminels de tous acabit. Je pense pas que ce soit beaucoup. Je pense pas que tu vas espérer là une grande rédemption. C'est pas la meilleure place. T'sais. Mais bref, on a un Richard Blas qui va passer par il va faire des détours par l'école de réforme, et tu l'as bien mentionné, sa carrière criminelle va vraiment s'étendre de 1965 à 1975, donc pendant 15 ans. Et uniquement pour une question de chiffres, rappelons que durant cette période-là, il va être arrêté et condamné à 23 reprises. Donc, on peut dire que c'est un criminel d'habitude. Il est associé, quand on parlait tantôt, il est dans la métropole. La métropole est contrôlée principalement par les frères Cotroni, pardon. C'est la mafia, c'est la Cosa Nostra. Et il y a des gangs. On a le premier niveau. Le premier niveau, c'est le milieu de la pègre. Et ensuite de ça, juste en dessous, on a les gangs. Et ça, les gangs, évidemment, ils occupent des territoires qui sont déjà contrôlés par la mafia. Mais ces gangs-là sont autorisés à mener des activités, le proxénétisme. Ouais, mais tu sais, ça peut être le proxénétisme, le jeu, la vente de stupéfiants, tout ça. Mais ces gangs, bien sûr, ils font dans toutes sortes de commerces, mais ils le font évidemment en versant. Ouais, mais surtout en versant des dividendes d'une certaine façon, ou en payant, si je peux dire, leurs activités. Ils paient leurs droits de passage. Et Blas, lui, il fait partie du gang de l'Ouest. Et dans ce gang de l'Ouest, évidemment, on fait de l'extorsion, prêt usuraire et tout le reste. Mais à ce moment-là, lui, Blas, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On voit ici la même attitude qu'on retrouve chez les gangs de rue actuellement. C'est qu'à un moment donné, Blas se dit qu'il ne voit pas l'utilité d'avoir à verser des dividendes à la mafia montréalaise, et tout ça parce que une question de contrôle de territoire. Mais qui sont-ils, eux, la mafia montréalaise, pour prétendre avoir un droit de territoire? On pourrait presque dire, en faisant de boutade, ton nom n'est pas écrit dessus, tu sais. Ouais. Et c'est un peu ce que Blas voit. Et là, ils vont éventuellement, pour envoyer un message à la mafia montréalaise,
Et on peut dire que vraiment, là, c'est là que la carrière de Blas va vraiment débuter, mais vraiment à vitesse grand V. On est en 1968. À ce moment-là, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il fait dans le préusuraire, la petite criminalité, cambriolage. Et en 68, un peu saturé par cette idée d'avoir à verser des dividendes au monde mafieux montréalais, il décide d'éliminer le fils du parrain de la Cosa Nostra, qui est Frank Cotroni. Donc, il va y tendre une embuscade. Donc, le 7 mai, lui et un de ses complices, Robert Allard, vont organiser une espèce de situation, un traquenard, pour forcer Cotroni à sortir de chez lui. Éventuellement, il va sortir avec 2 gardes du corps. Il va avoir un échange de coups de feu. Cotroni, les gardes du corps seront blessés, mais pas Cotroni lui-même. La voiture de Allard et de Blas est rapidement spotée, vue par des policiers, donc ils doivent abandonner leur traquenard qui visait à abattre Cotroni. Mais bon, le projet a quand même été mené à terme, même s'il n'a pas obtenu le résultat. Alors tu comprends qu'à partir de là, si tu as essayé d'éliminer le fils le fils du parrain qui est Vic Cotroni, évidemment, tu te trouves sur une liste noire. Et c'est exactement là où se trouve Richard Blas. Il est sur la liste noire. Et là, on va voir apparaître une guerre définitive dans la mesure où Blas a sa tête est mise à prix par le monde mafieux de Montréal. Et Blas, lui, n'entend pas en rester là, bien sûr, s'il veut envoyer aussi un signal pour dire aux gens de la mafia, écoutez, si vous voulez m'éliminer, vous allez avoir une forte partie. Et à ce moment-là, Blas va commencer à éliminer des gens qu'il connaît à travers le gang de l'Ouest, des gens qu'il sait être en contact avec la mafia, qui sont des sympathisants des mafieux. Et un des crimes qui va beaucoup défrayer la chronique à l'époque, on va retrouver Claude et André Corbeil. Ce sont deux sympathisants de la mafia qui vont être assassinés. On est toujours essayons de s'imaginer la fin des années 60, Montréal, c'est le Red Light, c'est le quartier des bars, la prostitution et tout le reste. Et Claudette et André Corbeil faisaient dans ce trafic-là. Donc ils sont assassinés et placés dans le coffre arrière de leur Cadillac. Et c'est un message qu'envoie Blas au milieu de la mafia en disant si vous avez mis ma tête à prix, mais bon, si vous voulez une guerre, c'est ça, vous voulez une guerre, vous allez avoir la guerre. Et bien sûr, les Cotroni restent pas là, les bras ballants, puis les bras croisés en se disant on ne fera rien. Alors, à un moment donné, on apprend que Blas, on est toujours dans cette année de 1968, c'est pour ça que je te dis, c'est parti à vitesse grand V, rapidement ça dérape. Blas, les Cotroni apprennent que Blas se terre apparemment au manoir Plaisance de Saint-Hippolyte. Et le soir du 8 septembre, ces gens-là, la mafia va aller mettre le feu à l'édifice. Il va y avoir, l'édifice part en fumée, il va y avoir 2 victimes. Il va y avoir 2 hommes et une femme qui vont être victimes de l'incendie, qui n'ont rien à voir avec Blas. C'était simplement des gens qui se trouvaient à l'hôtel à ce moment-là. Donc, eux décèdent dans l'incendie. Blas s'en tire sans problème. Alors là, évidemment, la guerre est lancée. Et on voit d'une part et d'autre les représailles à la fois de Blas contre le monde mafieux, mais également les représailles du monde mafieux contre Blas. Et là, on arrive à ce fameux sobriquet de le chat. À un moment donné, il se trouve dans un garage dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Il était là pour faire reviser sa voiture, etc. Et là, le garage en question se fait entourer par des gens de la mafia. Il y a des échanges de coups de feu qui sont faits. Et Blas est atteint d'une balle à la tête. Alors là, on est convaincu qu'on l'a abattu. Donc, tous ces gens-là vont s'enfuir. Évidemment, il y a un échange de coups de feu. La police est appelée sur place. Et écoute, comme rapidement, la rumeur circule que Blas a été atteint d'une balle à la tête, évidemment, on considère qu'il est mort. Et anecdote amusante, Claude Poirier, qui est assez cassé à ce moment-là, annonce la mort de Blas en ondes. Donc, il est assez cassé. Bon, oui, Claude Poirier, on a appris que Richard Blas avait été atteint de plusieurs coups de feu, d'une balle à la tête. Donc, il est mort. 10-4. Mort. Mais quelques heures après, il reçoit un coup de téléphone de Blas lui-même.
OK, qu'il l'avait entendu. Ah oui, qu'il l'a entendu. Oh, Puis mon là, Dieu! il l'a traité de tous les noms imaginables. Hein, puis il l'a traité comme un poisson pourri. Puis il disant que, bon, que la prochaine fois, il serait moins tendre à son endroit, qu'il était toujours vivant. Puis que, en disant ça, ben, Poirier, il l'appelait le chien. Il donnait toutes sortes de... Visiblement, Richard Blas n'avait pas une relation amoureuse avec Claude Poirier. Est-ce qu'il y a déjà eu des menaces de mort à son endroit? Ben, sûrement Claude Poirier dans sa vie, oui, mais de Richard Blas? Ah oui, absolument. En Blas, il y a plusieurs reprises, il lui a dit, écoute, il l'accusait d'être le chien et de jouer le jeu de la police. Et même à un moment donné, Claude Poirier a tellement craint pour sa vie qu'il a réussi à organiser une rencontre en passant par le frère de Blas. Là, je raconte ça, je ne suis pas supposé de dire ça. Là. Mais il a réussi à obtenir... On entre nous autres. Mais il a réussi à obtenir une rencontre avec Richard Blas en passant par l'entremise de son frère pour essayer de mettre les cartes sur table. Okay. Hein, Poirier, il a dit, bon, écoute, contrairement à ce que tu penses, moi, je ne joue pas le jeu de la police, mais la police, je m'en calisse, puis etc. Donc, à partir de là, Blas a comme tempéré son ardeur par rapport à Poirier. Mais c'est clair que je pense que c'était réciproque. Claude Poirier n'aimait pas Richard Blas et Richard Blas n'aimait pas Claude Poirier. Okay. Mais bref, à l'issue de cette fameuse fusillade où Blas est atteint à la tête, ce qui va lui valoir son surnom du chat, hein, il va être... il a réussi à se rendre à l'hôpital, je pense l'hôpital Jean Talon de mémoire, et éventuellement, comme il y a eu une fusillade, plusieurs des gens qui ont été impliqués dans la fusillade vont être arrêtés. Et à ce moment-là, lui, Blas, il va y avoir, on le passe devant le juge pour savoir s'il va y avoir des accusations. Et Blas se présente avec un bandeau autour de la tête. Hein, on l'imagine. Et là, il dit on l'imagine. Et là, écoute, il dit qu'il ne reconnaît pas pantoute ses agresseurs, il a tout oublié. Et ça peut paraître étrange, mais cette façon... Et là, évidemment, il va y avoir une espèce de non-lieu là-dessus, parce que, bon, comme personne ne reconnaît personne et personne n'accuse personne de rien. Et en même temps, le fait que Blas ne donne pas... Hein, il reconnaît, bien sûr, qui sont ses agresseurs. Ce sont des gens qui sont des fiers à bras de la famille Cotroni. Mais le fait qu'il refuse de les identifier pour les policiers lui vaut même de la part de ses ennemis une espèce d'estime. Tu sais, le type est un salaud, c'est un pourri, il est contre nous autres, mais quand même, c'est pas une balance. Et ça, dans le milieu des criminels, pas être une balance, là, c'est quand même quelque chose qui mérite le respect. Et à partir de là, Blas va quand même mériter ce respect-là de la part du crime organisé, mais en même temps... Et ça va peut-être aussi, d'une certaine façon, calmer les ardeurs, parce qu'on voit que dans les années qui vont suivre, Blas va moins s'attaquer au monde interlope, et le monde interlope va moins s'attaquer à Richard Blas. Et donc là, on quitte un peu le monde interlope pour revenir un peu au monde criminel des gangs qui travaillent à Montréal. Éventuellement, on le retrouve en 69, là, alors que les choses commencent un peu à se calmer du côté de Montréal. Il va être arrêté suite à un braquage dans une banque de Sherbrooke. Ça va donner lieu à une espèce de chasse-poursuite. Il est finalement arrêté. Et on l'envoie à Montréal à la prison. Il est arrêté, on l'envoie à la prison de Bordeaux, mais comme le crime s'est produit dans le district judiciaire de Sherbrooke, il doit être ramené à Sherbrooke par fourgon cellulaire pour faire face aux accusations qui pèsent contre lui. Et c'est le 16 octobre, donc lors de l'un de ses transferts de la prison de Bordeaux vers la prison de Sherbrooke, il va réussir à s'évader du fourgon cellulaire avec les 8 autres co-détenus qui sont avec lui. Ah, ouais. Et donc une évasion très spectaculaire, et c'est durant je fais quand même un petit aparté ici, donc il prend la poudre d'escampette, il va être arrêté 2 jours plus tard, mais durant ces transferts, hein, il y a un moment charnière qui va se jouer pour Richard Blas durant cette période, durant ces déplacements entre la prison de Bordeaux et la prison de Sherbrooke. Il va faire la rencontre d'un policier, il va être à un moment donné placé sous la garde d'un policier qui s'appelle Albert Lisasek. Et Lisasek, c'est un policier de la Sûreté du Québec. Les gens le surnomment Kojak à cause qu'il n'a pas de cheveux. Et il se déplace toujours avec une espèce de mitraillette Thompson 1927, là, comme on voit dans les films de gangsters à Al Capone. Et c'est un individu qui... c'est un bon policier.
C'est un individu qui est quand même assez impitoyable et on dit de lui qu'il a la gâchette facile. Et à un moment donné, entre lui et Blas, on peut dire que le courant ne passe pas. Et il y a une séquence, là, par exemple, alors qu'il le conduit à la prison de Sherbrooke, où en revient-il, là, peu importe. Mais à un moment donné, Blas dit à Lisa Sec, il dit, écoute, mes chums vont intercepter le véhicule, puis ils vont permettre que je m'évade, puis ils vont te descendre. Et Lisa Sec se revire de bord et pointe son arme directement en face de Blas, puis il dit, je ne demande rien que ça, parce qu'il dit, avant qu'il ait le temps de me tirer dessus, moi, moi t'en mettre une d'en face. Donc, tu vois, cette espèce de relation-là, et c'est un peu comme si Blas avait mis dans son petit livre noir le nom d'Albert Lisa Sec, et Lisa Sec a mis dans son petit livre noir Richard Blas. C'est le Far West. Et oui, c'est absolument. Donc, et d'ailleurs, Lisa Sec va dire que lui, quand on va lui parler de Blas, parce que bon, il va être là en 1975 lorsque Blas va se faire abattre, certains diront que Lisa Sec est celui qui a tiré la rafale mortelle, alors que d'autres rapports disent que Lisa Sec n'a pas tiré une seule balle ce soir-là. C'est d'autres policiers qui auraient tiré sur Blas, mais néanmoins, lui, il était présent. Et donc, ce fameux soir de 1975, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé dans ce petit chalet, mais néanmoins, Lisa Sec, à plusieurs reprises, va parler de Blas et il va toujours le décrire comme étant un individu que lui n'a jamais eu peur de Blas. Blas aimait donner cette impression, faire peur au monde. Il aimait ce sentiment. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu en début d'émission, qui est Requiem pour un beau sans-cœur, qui met en vedette Gilda Roy, film tourné au début des années 90, 1992 ou 93. Oui, 92. L'une des séquences d'entrée... c'est une photo d'ailleurs, on s'est inspiré d'une photo de Richard Blas où il est assis dans un divan avec 2 mitraillettes. Donc dans la bande-annonce, on voit justement dans la même position Gilda Roy qui incarne, qui est largement inspiré de Richard Blas. Et on l'entend dire « Ah, t'as-tu peur de moi? Hein? Je te fais-tu peur? » Bon. Et ça, c'est un élément que Blas aimait jouer en cette carte de « Je fais peur aux gens ». Et Lisa Sec va dire à propos de Blas, quand on lui posait cette question-là, que lui n'avait jamais vu en Blas qu'un individu un peu baveux, mais n'avait jamais été impressionné par ses soi-disant menaces et tout le reste. Mais bon, c'était la petite anecdote, parce que bon, notre fameux Lisa Sec va revenir, mais bon, c'est durant ces fameux transferts Sherbrooke-Montréal, Montréal-Sherbrooke que Blas va s'évader. Et bon, on voit aussi un peu le côté narcissique du personnage. Je vais pas prendre tout le temps parce que je vais laisser de la place à Daniel, mais c'est tellement un personnage étonnant. C'est fascinant. Donc, il y a une théorie comme quoi il n'aurait pas agi seul, finalement. Est-ce que ça a été écarté rapidement, ça? Ben, il est toujours entouré d'hommes de main. Hein? Il agit rarement seul. Il y a toujours des complices. Il est pas un solitaire, mais c'est toujours quand même lui qui dirige la patente. D'accord. Donc, d'ailleurs, quand il va s'évader durant qu'il est en cavale pendant quelques jours avec cette évasion à Sherbrooke, les journaux montrent une vieille photo, un vieux mugshot de Richard Blas. Et là, les journalistes disent, bon, on a une photo qui date de quelques années, parce qu'évidemment, on recherche Richard Blas. Ils disent, bon, voici une photographie prise il y a quelques années de Richard Blas, un homme, 1m67, cheveux noirs. Blas va lui-même envoyer des photos de lui aux journaux pour dire, là, vous n'avez pas de bonnes photos de moi, je vous en envoie des nouvelles. Le narcissisme. Mettez à jour votre dossier photo quand même. T'sais. Bon, bref, Blas va être, 2 jours après son évasion, il est arrêté à nouveau sur la rue Fabre. Il est envoyé à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Et là, bon, il passe quelques années derrière les barreaux. En 1974, il va s'évader une nouvelle fois. Et il va s'évader d'ailleurs le jour de son anniversaire. Ici, on voit 2 grands esprits criminels. Est-ce qu'on peut dire que Richard Blas est un grand esprit criminel? Je sais pas, mais c'est néanmoins un criminel d'habitude. Et crois-le ou non, en 1974, il va s'évader de Saint-Vincent-de-Paul grâce à la collaboration d'une certaine Jocelyne Derèche. Jocelyne Derèche, c'est la maîtresse de Jacques Messrine,
ou Mérine, comme disent les Français. Là. Nous, ici, on avait tendance à l'appeler Messrine. Donc, Jacques Messrine, qui, lui, était au Québec, il s'était fait arrêter, il était à Saint-Vincent-de-Paul, et la maîtresse de Messrine, Jocelyne Derèche, va rentrer dans le pénitencier des armes, et avec ses armes, évidemment, elle va en distribuer, et Blas va être un de ceux qui va mettre la main sur une arme, et il va permettre de prendre la poudre d'escampette. Et là, ici, on va voir un élément qui est assez particulier, qui est très associé à Richard Blas, et c'est peut-être un peu la prise même pour Daniel, parce que lorsqu'il s'évade, Blas est un électron libre. Ils n'ont pas peur des mots, il est fou raide, là. Il est comme disjoncté. Et pendant qu'il est en cavale, il va envoyer une lettre à son avocat, qui est Frank Chauffy, un célèbre avocat criminaliste très reconnu dans le monde interlope de cette période. Et il envoie cette lettre à Chauffy en demandant de la remettre au procureur général du Canada, qui est William Almond. Et ce qu'il veut, il dit à Almond, il dit « Moi, je vais continuer de tuer des gens, et je vais m'en prendre à des gens. Et j'exige, si vous voulez garder ces gens-là en vie, là, je vais baisser mon arme, si je peux dire, si vous acceptez de faire visiter aux journalistes le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et le trou. Il trouve que les conditions de détention à Saint-Vincent-de-Paul sont tout à fait exécrables, le trou est inacceptable, et il veut que les journalistes puissent voir ces lieux de détention. Éventuellement, William Almond va se ranger, va donner son accord, va permettre aux journalistes de voir le centre de détention de Saint-Vincent-de-Paul. On va éviter quand même de voir les cachots, le fameux cachot, le trou, parce qu'il y a 2 cellules de détention. Dans le milieu carcéral, il y a souvent une cellule de détention qui est si tu fais du trouble en dedans. Là. Ouais. T'envoies un pot de chambre à un criminel, tu refuses de répondre à un gardien, il y a une espèce de cellule de détention. Mais cette cellule de détention à Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas le trou. Il y a une cellule de détention qu'on peut dire cellule de confinement, la cellule de confinement et le trou. Et lorsque les journalistes vont visiter Saint-Vincent-de-Paul, ils vont voir cette fameuse cellule de détention, de confinement, si je peux dire, mais ils verront pas le trou. Donc ça, on ne montre pas ça. Mais évidemment, ça ne fait pas l'affaire de Richard Blas. Et là, ça nous amène éventuellement, si on avance un peu, parce qu'il faut quand même le dire, cette histoire-là, de ne pas avoir visité le trou, et le fait également que lors de le fameux procès, pour son fameux braquage à New York, Blas avait demandé, à travers son avocat, de ne pas être déclaré criminel dangereux. Et finalement, l'avocat, le procureur qui devait défendre cette cause-là, qui était prêt à accepter en échange d'un aveu de culpabilité de ne pas placer Blas sur une liste de criminels dangereux, il est décédé. Fait que finalement, quand le procès a eu lieu, le juge a finalement décidé de placer Blas sur la liste des criminels dangereux au Canada. C'était pas dans le testament de l'autre personne. Et ça le fait capoter. Il y a l'impression que non seulement les mesures, les conditions de détention sont tout à fait exécrables, mais il a l'impression également d'avoir été floué par le système. Alors, il est prêt à plaider coupable, puis il plaide coupable, puis finalement, il se retrouve quand même sur la liste pour laquelle il a voulu plaider coupable pour ne pas y être. Fait que finalement, il s'est fait un peu entuber là, avec les autorités. Et il devient de plus en plus violent. C'est vraiment un électron libre. Et ici, il va perdre tout. Je dirais il va commettre un geste qui va lui faire perdre finalement tout je n'allais pas dire l'estime, mais il y a une espèce de... Tu sais, on aime bien les Robins des Bois, le Bad Boy, etc. Et Blas jouit un peu de cet aspect-là auprès du public. C'est un criminel, on est d'accord. Puis il a commis des crimes, mais il tue des méchants. Donc, c'est de bonne guerre. Il est l'anti-héros un peu. Ouais, voilà. Donc, cet aspect, il y a une espèce de capital de sympathie auprès du public, et jusqu'au 21 février 1975. Là, il va perdre tout ce capital-là parce que on est à Montréal, il y a un bar qui s'appelle le Gargantua, et c'était un peu l'endroit où se réunissait un peu la bande. Donc, Blas et ses acolytes se réunissaient là, discutaient des coups, etc. Mais le tenancier de l'endroit, le bar, le doorman, est également tenancier de l'endroit, c'est un ancien policier, et Blas croit que cet individu-là, qui se montre très sympathique,
joue également sur les deux tableaux. Donc, c'est une balance. Et finalement, Blas décide ce jour-là, bon, il y a visiblement des gens qui l'ont balancé. Il pointe directement du doigt le tenancier de cet établissement. Donc, il se présente là avec un de ses un ami à lui. Et très rapidement, bon, il l'assassine, il lui tire une balle en plein cœur. Ensuite, il fait sortir les clients qui sont dans le bar, sauf 12, qu'il va réunir au sous-sol. Il va cadenasser la porte du sous-sol. Il va placer un jukebox devant la porte en question et il va mettre le feu à l'endroit. Oh my God. Et toutes les personnes qui sont là vont décéder. Et un des éléments qui va beaucoup choquer les gens, c'est que parmi les personnes qui sont mortes à l'intérieur du Gargantua, il y avait un chauffeur de taxi qui était là par un pur hasard. Hein. Il avait laissé sa voiture dans la rue en avant du bar avec encore son enseigne lumineuse de taxi allumée. Il était entré dans le bar simplement pour se faire pour avoir de la monnaie. Et il est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, donc il rentre pour se faire de la monnaie et Blas en est à abattre tout le monde qui est là. Il se fait enfermer, ce pauvre chauffeur de taxi, avec les autres personnes dans le sous-sol du Gargantua lorsque Blas met le feu. Donc, et là, ce capital de sympathie, là, il a disparu. Là. Tu sais, comme je le mentionnais, si certains voyaient en Blas une espèce d'anti-héros, le parfait bad boy, ben là, il vient de franchir le point de non-retour. Un peu inexcusable, en effet. Ouais, il est devenu, là Richard Blas est une crapule. Là. Il n'y a rien qui peut le sauver. Et pour la police, d'ailleurs, le massacre du Gargantua, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Donc, à ce moment-là, la traque de Richard Blas est confiée à une escouade spéciale, une escouade mixte qui est composée de policiers d'élite de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec. Parmi eux, on retrouve évidemment Albert Lysacek, qui est le fameux policier, le Kojak que je t'ai mentionné, qui lui détestait Blas. Donc, il se retrouve sur cette escouade-là et puis on arrive 3 jours plus tard. On est le 23 janvier 1975. L'escouade va encercler le chalet à Val-David où s'est terré Richard Blas. Et à un moment donné, donc là, on entre un peu dans une zone nébuleuse. Les policiers, au petit matin, vont entrer dans le chalet. Blas est surpris. Et il va y avoir cet échange de coups de feu. Les photos nous montrent Blas dans la penderie, criblé de balles. En fait, il a été atteint de 27 projectiles. Et on voit aux côtés de lui un sac de hockey avec des armes à feu dedans. Il a dans sa main une arme. Bon, certains diront que ces empreintes digitales n'ont jamais été trouvées sur l'arme qu'on voit apparemment dans sa main, un peu comme si on avait fait une mise en scène pour essayer de justifier pourquoi les policiers avaient tiré sur lui, parce que les policiers diront, ben, quand il a saisi son arme, on lui a pas donné une chance, hein, c'était lui ou nous, donc on a tiré. Mais bon, tout ça reste un peu ambigu. Mais en somme toute, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pleurer Richard Blas. À partir du massacre du Gargantua, c'était visiblement un individu qui vivait sur du temps emprunté. Là. C'était clair que au moment où il allait se retrouver dans le collimateur, dans le collimateur des policiers, il allait être abattu. Il a été enterré au cimetière Côte-des-Neiges. Sur son épitaphe, c'est « Libre pour Dieu et libéré des hommes ». Et quant à sa mère, Agathe Blas, née Simon, elle s'est suicidée quelques années plus tard. C'était une femme qui était très croyante et qui arrivait difficilement à accepter le fait que son fils était devenu un criminel comme ça, elle-même n'arrivait pas à justifier pourquoi il avait commis des crimes avec autant de violence. Et donc, elle va se suicider quelques années après. Et puis, bon, Richard Blas est un peu passé à l'histoire comme étant l'un des criminels les plus monstrueux que le Québec a connu. Et on l'a mentionné, son histoire a inspiré une bande dessinée notamment. On fait à lui à plusieurs références dans plusieurs trucs. Et tout récemment, on a Annie Soleil Proto, l'animatrice, qui a fait une série avec Félix Séguin, Famille de criminels. Ils ont parlé avec les frères de Blas. De Blas. Je serais curieuse d'écouter l'épisode, justement, savoir, eux, aujourd'hui, ils s'en sortent comment? Ils ont-tu changé d'identité? Ou j'ai pas écouté l'épisode, je sais pas vous, de votre côté. Là. Moi non plus. Et bon, on l'a mentionné aussi, 1992, Requiem pour un beau sans cœur, avec Gilda Roy, qui incarne un criminel là, librement inspiré du personnage de Richard Blas.
À quoi, mon Daniel. Oui. Oui. Ben oui, effectivement. Puis tu as raison, Christian, de l'avoir mentionné au niveau de Agathe Blas. C'est une histoire qui, pour elle, est tragique. Veut pas, son fils Richard était l'ennemi vraiment public numéro 1, particulièrement depuis l'événement du Gargantua. Je vais citer notre cher Claude Poirier, qui avait un peu décrit les trois frères Blas. En fait, il disait que Mario avait des problèmes dans la boîte à poux. Donc, il a mentionné qu'entre autres, c'était un pyromane. Donc, il mettait le feu un peu n'importe où. Il avait décrit Michel comme étant quelqu'un qui avait été important dans le milieu criminel. Et du côté de Richard Blas, Claude Poirier, et ça, on sait que Blas n'avait pas aimé ça, notamment suite à sa chronique là, dans le dimanche matin, mais il avait toujours qualifié de meurtrier. Donc, et Richard Blas, en fait, ce qu'on peut voir, tu sais, j'ai l'impression que, bon, ce gars-là a toujours baigné dans le milieu de la criminalité, a toujours été quelqu'un, tu sais, on voit finalement on voit les traits psychopathiques, là, veut pas, là, à travers sa carrière criminelle. On voit, par exemple, que c'était quelqu'un qui pouvait être excessivement impulsif. Il pouvait commettre des crimes selon son humeur. Donc, on voit aussi la gradation de sa carrière criminelle. Donc, on passe de vol à des crimes, entre guillemets, de moins grande importance. Et de plus en plus, on va avec des crimes de plus en plus violents. Donc, crimes contre la personne, voie de fait armé, vol qualifié, et ça va jusqu'au meurtre. Donc, ça aussi, on peut le voir. On voit aussi que c'est quelqu'un... c'est ça. C'était un peu un... Tu sais, quand tu disais, Christian, au niveau des gangs de rue, c'était un peu un gars sans foi ni loi, on dirait. Tu sais? Parce que les gangs de rue, c'est un peu ça leur créneau, c'est sans foi ni loi. Donc, il y allait aux aléas, là, un petit peu là, de comment il sentait, et il a accumulé énormément de colère tout au long de sa vie. Particulièrement, et ça, c'est un des angles que je voulais prendre, quand il a été incarcéré à la prison Saint-Vincent-de-Paul. À partir de là, et même Claude Poirier va dire, quand il est sorti de là, il est devenu fou. Il s'est radicalisé. C'est comme si la colère qu'il avait accumulée tout au long de sa vie là, s'était transformée en haine. Là, vraiment, il y avait une haine totale d'à peu près tout le monde. Et si tu faisais pas ce qu'il voulait, ben il allait arriver, ce qui est entre autres arrivé au niveau du bar Gargantua. La prison en tant que telle, il faut comprendre que quand on condamne quelqu'un au niveau d'une peine d'incarcération, il y a certains principes qui vont guider cette peine-là de détention. Et l'équilibre, elle est difficile à trouver encore aujourd'hui. D'un côté, c'est le principe de la dissuasion. Donc, on te condamne à une peine, on espère, en fait, on souhaite que cette peine-là soit dissuasive. Donc, elle va t'empêcher de récidiver. Donc, quand on condamne des gens, entre autres, à la prison, on se dit, bon, ben l'expérience de la prison, le fait aussi qu'on t'enlève ta liberté, parce que, tu sais, quand on vit normalement, quand on n'a jamais eu à faire face à la prison, la liberté est quelque chose d'un peu acquis. On n'a pas conscience de l'importance de notre liberté. On n'a jamais passé proche de la peine, c'est ça. Hein? Exactement. Mais quand on te l'enlève, ça peut donner tout un électrochoc. Et pour avoir, en fait, passé en entrevue plusieurs criminels, c'est ce qui va se passer dans certains cas. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas recommencer, je veux vraiment me redresser parce que je ne veux pas retourner en dedans. Donc, ça, c'est au niveau de la dissuasion. L'autre chose, c'est la protection du public. Donc, quand on incarcère quelqu'un, ça se peut qu'on veut faire ce qu'on appelle un arrêt d'agir et qu'on considère que cette personne-là représente un danger qui n'est pas assumable dans la société. Donc, un paria. En fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est si on mettait cette personne-là en liberté, même avec des conditions, on ne serait pas capable de garantir la sécurité du public. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut faire au niveau du principe de protection du public. Et avec ça, il y a un troisième principe. En fait, il y en a 4, là, mais je vous parle plus de ces 3-là. Il y a le principe de la réhabilitation.
Donc, même quand il y a de l'incarcération, il y a un paquet de services à l'intérieur des murs pour justement réhabiliter la personne. C'est un choix qu'on a fait, entre autres, au niveau du Canada, contrairement, par exemple, aux États-Unis, où là, je veux dire, la façon de penser est totalement autre. On est beaucoup plus dans la coercition, le punitif, la dissuasion, mais à un autre niveau. Donc, le principe de réhabilitation est important dans l'équation pour faire en sorte que non seulement on va dissuader la personne de recommencer, mais aussi on va l'aider à se réhabiliter entre autres, lui offrant des perspectives d'avenir plus positives. Mais, et cet équilibre-là, il est fragile. Et c'est pour ça que dans un cas comme Richard Blass, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. L'expérience de la prison, puis tu l'as mentionné, Christian, il a écrit à son avocat et tout pour dire, si vous ne faites pas rentrer des journalistes pour constater l'état des lieux puis nos conditions de détention, je vais continuer à tuer des gens. Lui, ça l'a radicalisé solidement. Mais l'équilibre entre ces principes-là, et c'est difficile à établir, puis c'est difficile aussi à prévoir qu'est-ce qui va se passer. Des criminels endurcis comme Richard Blass, on espère que ça va avoir un effet, mais en même temps, on se dit, il y a quand même un risque que ça ne fasse pas effet. C'est la même chose du côté des gens du crime organisé, par exemple, motards, mafia, tu sais, des gens qui sont longtemps dans ce milieu-là. Je ne vous dis pas que la réhabilitation, elle est impossible. C'est aucunement mon point. J'ai entre autres eu en entrevue des motards, des criminels de carrière qui, à un moment donné, se sont dit « je t'ai écœuré et il faut que je change de vie parce que je ne suis plus capable de tolérer ça ». Et il y a un point que je voulais amener où Richard Blass, lui, ça n'a pas eu l'air à avoir fait tant d'effets. Il y a beaucoup de criminels qui ont vécu longtemps dans la criminalité et qui, à certains points, disent « OK, là, je change de vie parce que je ne suis plus capable d'endurer le stress qui vient avec. » Tu sais, imaginez, là, vous êtes un criminel, vous avez un lourd passé et tout, et vous n'êtes jamais sûr, quand vous sortez de chez vous, si vous allez vous faire tirer. Ouais, c'est-tu le dernier moment que tu vas vivre? Hein? Non. Et jamais, et tu vis avec ça à tous les jours. Et c'est pour ça que quand tu regardes la plupart des criminels, c'est assez rare, on en voit, mais il y en a beaucoup moins que plus des criminels, on va dire, de 60, 70 ans. Et à un certain moment, et on a établi à peu près l'âge autour de la quarantaine, où ça devient trop. Le stress est trop important avec ce rythme de vie-là. Mais d'un autre côté, Daniel, ça m'amène à poser la question, est-ce que tu peux réellement t'en sortir et changer de vie complètement ou la mort est une des issues principales? Non, tu peux. Tu peux et j'ai entre autres, comme je vous dis, j'ai eu en entrevue plusieurs motards, membres de certaines factions là, très importantes au niveau du Québec qui ont décidé de changer de vie et ils ont réussi. Est-ce que c'est un chemin qui est facile? Pas nécessairement. Chaque cas est unique, donc il y a des chemins plus faciles que d'autres. Mais oui, c'est possible parce qu'à un moment donné, je vous dirais que, tu sais, au-delà de l'âge, au-delà du stress qui vient avec, tout l'aspect quand les criminels ont des familles. Souvent, ça, c'est un facteur qui va beaucoup changer. Et Richard Blass n'avait pas ça. Tu sais, je comprends qu'il y avait les frères, mais tu sais, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas des conjoints, des personnes plus significatives comme ça. Bah, plus ou moins. Donc, la prison n'a pas eu l'effet escompté du côté de Richard Blass, malheureusement, et ça l'a beaucoup plus radicalisé que d'autres choses. Et en plus de ça, et je vais terminer là-dessus, au-delà du narcissisme, ça s'est transformé en mégalomanie, son affaire. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le chat, c'est qu'il a échappé à des tentatives d'assassinat qui, pour le commun des mortels, aurait dû réussir. C'est fou comment ce gars-là réussissait à survivre. Et à un moment donné, lui, j'ai cette impression-là qu'il s'est senti très intouchable. Oui. Ben, avec une balle dans la tête, quand tu survis à ça, je peux comprendre que tu te sens un peu plus invincible que la moyenne des ours. Puis imagine quand, en plus, tu as quelqu'un comme Frank Cotroni qui met un contrat sur ta tête, puis tu survis à ça, tu sais. Je veux dire, au niveau de la mafia et tout, d'habitude, disons que tu as plus de chances d'y passer que le contraire.
mais il a quand même survécu à ça. Et vous rappelez-vous, tu sais, il y avait le film avec Gilda Roy, mais Richard Place avait été interprété par Éric Lapointe. Dans Le Négociateur, ben oui. Dans Le Négociateur. Oui. Puis tu vois une scène à un moment donné où la caméra tourne, puis d'ailleurs, Éric Lapointe avait dit qu'il avait eu bien de la misère avec ça, là, parce qu'il boit, puis en arrière-scène, t'entendais les producteurs dire « Ah ouais, il continue à boire », il était comme « Ok, je suis plus capable, là, donnez-moi du thé glacé, quelque chose. » Mais je trouve que cette scène-là représentait bien la perte de contrôle au niveau des comportements de Richard Blass. Fait qu'un gros personnage dans notre Suspect X de cette semaine. Qui détonne des autres, parce que comme on l'a dit, on a eu des criminels dans le passé avec des backgrounds de famille, d'enfants. Celui-là, vraiment, loup solitaire du début à la fin de sa vie. Christian a mentionné la BD tout à l'heure, c'est Le chat sur un toit brûlant, qui est sorti en 2020. Pour ceux qui veulent mettre la main là-dessus, ça a l'air fascinant. C'est une autre façon aussi de se faire raconter l'histoire de notre Suspect X, Richard le chat Blass. Oui. Et je vous remercie beaucoup, Christian. Merci. J'adore le fait que tu amènes des anecdotes inédites, surtout de quelqu'un que j'admire beaucoup, là, qui est Claude Poirier, puis Dan avec son expertise sur la criminalité et la mafia montréalaise. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine qui marque notre dernier épisode de la saison. Le clown sonnera à la porte. Oui, c'est ça. John Wayne Gacy. Puis je vais vous parler, dans le cas de John Wayne Gacy, je me garde quand même quelques petites minutes pour vous parler d'un phénomène paranormal associé à John Wayne Gacy. Et pour vrai, tu piques ma curiosité. J'ai hâte à lundi prochain, Christian. Merci. Dan, merci aussi. Merci. Ça fait plaisir. Bonne semaine à tous. Bye-bye.